Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. De toutes les raisons qu'ont les hommes de supprimer leurs semblables, une des plus difficiles à établir est certainement la haine. Car on peut toujours parvenir à démontrer l'existence de l'intérêt, de la passion, de la peur, de la vengeance. Ce sont là des mobiles qui laissent des traces. Mais la haine est généralement impalpable. Il arrive pourtant qu'elle devienne si lourde qu'on croirait la toucher. On a le sentiment qu'elle épaissit jusqu'à l'air que l'on respire. Rien d'étonnant alors si elle arme les fusils de chasse, si un soir de malheur des coups de feu éclatent dans la nuit des campagnes. Reste à savoir pourquoi les coups de feu, pourquoi les fusils, pourquoi la haine. La réponse, là aussi, varie d'un drame à l'autre. Nous connaissons tous des êtres qui, par leur discours ou leur comportement, ont fait naître des haines profondes et fatales. Dans le cas du châtelain de Chamblin, on a du mal à comprendre. Rien dans son caractère ni dans sa conduite ne semblait devoir déterminer un tragique destin, et pourtant, un soir, des coups de feu ont bel et bien déchiré la nuit. En 1835, au Puy, dans la Haute-Loire, Louis Villardin de Marcellange épouse Théodora de la Roche-Négly de Chamblat. Le jeune marié, âgé de 28 ans, appartient à une famille honorable, mais pas très aristocratique, de Moulins. En revanche, la jeune épouse porte un des noms les plus glorieux d'Auvergne. S'agit-il vraiment d'une mésalliance? Peut-être, on ne sait pas grand-chose sur Théodora de Chamblat. La chronique rapporte seulement qu'elle n'est plus jeune, et je cite, « qu'elle n'a point reçu de la nature les grâces, même les plus vulgaires, de son sexe. » Plus jeune en 1835, pour qualifier une jeune mariée, cela ne signifie pas grand-chose. Elle peut fort bien avoir 25 ans, par exemple. Elle peut aussi bien sûr être un peu plus âgée que son mari. Quant aux grâces qu'elle n'a point reçues de la nature, que veut dire le chroniqueur anonyme en ajoutant même les plus vulgaires? Retenons simplement que Louis de Marcellange a probablement passé sur l'absence de charme de sa future épouse pour entrer dans une famille plus reluisante et plus fortunée que la sienne. Monsieur de Chamblat, le beau-père, a de la sympathie pour son gendre. Il est décidé à aider les jeunes ménages. Il lui loue le château et le beau domaine de Chamblat, situé à quelques kilomètres du Puy, pour une somme tout à fait modeste. Voilà Louis de Marcellange, devenu châtelain. Il prend son rôle très au sérieux et assure effectivement la direction du domaine. Il n'a pas de mal à se faire accepter par tous, il est courtois, actif. Il n'a pas l'attitude hautaine d'un jeune aristocrate élevé dans la morgue et l'oisiveté, bien au contraire, avant son mariage, il a occupé pendant un temps un emploi aux contributions directes et en a retiré des notions assez précises de droit, de gestion et de comptabilité. Ainsi, tout le monde, son beau-père en tête, se félicite de sa présence à Chamblat. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est pas tout à fait vrai. Un homme déteste Louis de Marcellange. Il s'appelle Jacques Besson. Ancien valet de ferme, habile, rusé, ambitieux, il a su gagner la confiance des propriétaires. Monsieur de Chamblat est un homme charmant, mais faible et peu actif. Il n'a pas beaucoup de goût pour les travaux agricoles. Petit à petit, il a confié la gestion de ses propriétés à Besson. Voici l'ancien valet de ferme, intendant du domaine. Il faudrait presque dire, étant donné son caractère, dominateur, maître absolu du domaine. Absolu mais fragile. L'arrivée de Louis de Marcellange, au bras de la fille des propriétaires, remet tout en question. Décidé à s'occuper personnellement du domaine, Louis renvoie Besson à des occupations plus modestes. Il déclenche ainsi une haine qui ne se démentira plus jamais. Sur ces entrefaites, M. de Chamblat rend le dernier soupir, après une brève mais cruelle maladie. Louis de Marcellange propose à sa belle-mère de venir vivre à Chamblat. Elle accepte. Mais il est clair qu'elle n'y restera pas. Madame de Chamblat, jusqu'à la mort de son mari, habitait Lyon, où elle fréquentait la société la plus huppée de la ville, vivait dans le luxe et les fêtes. L'installation à Chamblat d'une femme aussi mondaine est un véritable enterrement.
Mais ce n'est pas tout. Madame de Chamblas n'a jamais aimé son gendre. Elle lui reproche la modestie de sa noblesse. Elle n'a que mépris pour un jeune homme qui a gratté du papier dans un bureau des contributions. Elle n'aurait jamais accepté le mariage de sa fille si M. de Chamblas ne lui avait démontré qu'il s'agissait là d'un parti inespéré. Ou Théodora épouse Louis de Marcelonge, ou elle n'épousera personne, cher ami. N'épouser personne pour une Laroche-Négly de Chamblas, c'était évidemment inacceptable. Mais au fond, maintenant que ce petit jeune homme a joué son rôle, maintenant que Théodora n'est plus une laissée pour compte, pourquoi ne pas se débarrasser d'un gendre détesté? C'est vrai. Théodora a conquis ses galons de femme respectable. Elle a pondu un petit garçon. Un second est en route. Il est temps d'écarter le mari encombrant. Madame de Chamblas va s'installer au puits. Bien entendu, elle emmène sa fille. Son gendre vient lui aussi, mais on lui fait vite comprendre qu'il est de trop dans cette maison. On le relègue dans une petite chambre à l'écart. On refuse la présence de ses domestiques. Mieux, voici que Théodora introduit une demande en séparation de biens. Louis de Marcelonge quitte le puits. Il revient à Chamblas où il se sent chez lui. Il revient seul, naturellement. Un second petit garçon naît chez les dames de Chamblas. Louis ne le connaîtra pratiquement pas. Il a quitté le champ de bataille. Il cède le terrain. Mais il ne cède pas Chamblas. Il s'oppose à la séparation de biens qui le chasserait de ces lieux auxquels il est désormais si fortement attaché. Il plaide, obtient gain de cause en juin 1839. Cette bataille, les dames de Chamblas l'ont perdue. Elles ne renoncent pas pour autant, bien au contraire. Le premier des deux fils meurt. Le chagrin ne modifie pas l'attitude des deux femmes. Aucun geste de réconciliation n'est à espérer. Bien plus, quelques mois plus tard, quand le deuxième enfant meurt à son tour, elles ne préviennent même pas son père. La situation paraît définitivement bloquée. Pourtant, il n'en est rien. Il a beau aimer Chamblas, Louis a du mal à supporter l'atmosphère de tristesse et de tension qui pèse sur sa vie quotidienne. Il a une sœur et un frère qui habitent toujours Moulins. Alors il décide de les rejoindre, de regagner sa ville natale, de retrouver ses parents, ses amis de jeunesse. Il met ses affaires en ordre, prépare ses bagages, fixe le jour de son départ. Le 2 septembre 1840, il prendra la route et dira un adieu peut-être définitif à cette maison où il a connu quelques moments d'enthousiasme et de longues heures de découragement. La veille de son départ, la soirée se déroule comme à l'accoutumée. On mène une vie patriarcale à Chamblas. Après le souper, le maître, les valets de ferme et les domestiques veillent en commun dans la grande salle du rez-de-chaussée. Comme un vent froid descend des hauteurs du Velay, on a mis une grosse souche dans l'âtre et l'on a soufflé sur les braises. Louis de Marcelonge s'est assis à sa place habituelle, le dos tourné vers la fenêtre. Oui, la soirée pourrait se dérouler comme à l'accoutumée, seulement voilée par la mélancolie du départ proche. Mais quelque chose se produit tout d'un coup, qui l'a fait basculer dans le drame. Brusquement, une grande lueur illumine la fenêtre devant laquelle Louis de Marcelonge est assis. Des carreaux volent en éclats, une explosion fait trembler les murs. Le maître de maison tombe, la tête en avant, parmi les bûches du foyer. On se précipite vers lui, on le relève. Du sang coule de sa bouche. Il est déjà trop tard. Louis de Marcelonge a été tué net d'un seul coup de fusil. Dès le lendemain, la justice commence son enquête. Une enquête qui durera longtemps, qui fera comparaître plus de 500 témoins, qui arrêtera successivement 6 suspects, qui aura beaucoup de mal à obtenir les informations les plus élémentaires. Dans cette région encore reculée, les gens sont méfiants, secrets, ils ne savent rien, ils n'ont rien vu, ils ne veulent rien dire. Un des rares points positifs marqués par l'enquête concerne l'étrange silence du chien de garde le soir du crime. Il conviendra sans doute de concentrer les recherches sur les familiers du domaine de Chamblas. Soudain, une piste nouvelle semble se faire jour. La sœur de Louis de Marcelonge, Madame de Tarade, celle qu'il devait rejoindre à Moulins le 2 septembre, connaît fort bien le préfet de l'Allier. Bien avant d'apprendre le crime, car les nouvelles ne vont pas vite en 1840 dans le Massif central, elle s'inquiète de ne pas voir arriver son frère et fait part de ses craintes au préfet. Elle est parfaitement au courant de la haine témoignée au jeune châtelain par sa femme et sa belle-mère. Louis lui aurait confié, un jour de désespoir, « Si je meurs assassiné, ne cherchez pas trop loin les coupables et vengez-moi. »
Quand l'enquête semble s'enliser dans d'obscures histoires de jalousie locale, le préfet de l'Allier fait part des révélations de Madame de Tarade au procureur du roi. Il n'oublie pas d'attirer son attention sur le fait que la victime avait l'intention de quitter Chamblat le lendemain du crime et que l'on semble avoir profité pour l'assassiner de ses derniers moments de solitude campagnarde. Pendant ce temps, la gendarmerie recueille d'autres éléments. Par exemple, elle apprend que depuis plusieurs mois, un jeune berger de Chamblat, André Arzac, a prédit à différentes reprises le meurtre de Louis de Marcellange, que depuis le soir du crime, le même André Arzac, décidément trop bavard, déclare volontiers « Moi, je sais une chose énorme ». Ce qui ne l'empêche pas d'ajouter vertueusement, dès qu'on lui réclame des détails, « Non, non, quand on me couperait le cou, je dirais rien ». Mais il en a déjà trop dit. Un domestique du domaine observe qu'André Arzac connaît bien les chiens de la maison. Il ne lui était pas difficile d'écarter le plus dangereux ou de lui faire garder le silence. Peu ou prou, tout de même, les différentes pistes conduisent à Jacques Besson. L'ancien régisseur du domaine évincé par l'arrivée du jeune époux de Théodora de Chamblat. On le met en état d'arrestation. Presque immédiatement, toute une série de témoignages concordent pour l'accabler. Les uns affirment qu'il s'est vanté d'avoir la peau de son nouveau maître, d'autres prétendent l'avoir vu rôder le soir du crime dans les environs de Chamblat, un fusil mal dissimulé sous sa longue blouse. L'instruction commence, elle durera longtemps. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. À première vue, les choses paraissent simples. La plupart des témoignages s'accordent à voir en Besson, l'ancien régisseur du domaine de Chamblat, un personnage des plus suspects. Ce qui complique la tâche des magistrats, c'est que ce suspect a un alibi, et un alibi des plus solides. Jour du meurtre, je relevais à peine d'une variole, j'étais bien incapable de faire à pied les 7 kilomètres qui séparent le puits du domaine de Chamblat. D'ailleurs, je suis logé par mesdames de Chamblat, et celles-ci témoigneront de ma présence chez elles au moment du crime. Effectivement, la justice enregistre ces témoignages. Ils émaneraient de deux personnes quelconques, on ne manquerait pas de les tenir pour douteux, on y verrait peut-être même le signe d'une complicité. Mais ces témoignages sont apportés par la femme et la belle-mère de la victime. On sait bien que ces dames n'avaient aucune sorte d'affection pour Louis de Marcellange, mais de là à les soupçonner de complicité avec son assassin, il y a un pas que le magistrat le plus pointilleux hésite à franchir. Si bien que l'instruction de l'affaire s'éternise. Il faut 19 mois pour qu'elle soit close. Enfin, le juge envoie Jacques Besson devant la cour d'assises du Puy. Le meurtre de Louis de Marcellange donne lieu à 4 procès successifs, rassurez-vous. Je ne vous les raconterai pas en détail, d'ailleurs ce serait inutile, car leur examen attentif révèle d'innombrables redites. Le premier procès s'ouvre le 4 mars 1842, au Puy-en-Velay. Il faut en retenir seulement 3 éléments. Primo, André Arzac, l'ami de Jacques Besson et peut-être son complice, cité comme témoin, se montre à la fois d'une telle insolence et d'une telle mauvaise foi que la cour s'en émeut. Convaincu de mensonge, il est arrêté pour faux témoignage. De son côté, Besson récuse les juges du Puy en suspicion légitime. Vous savez sans doute ce que cela signifie. Un accusé a le droit de refuser d'être jugé par un tribunal et un jury de sa propre région dès l'instant qu'il estime que ces juges risquent d'être influencés par leurs proches ou même tout simplement par une opinion publique plus passionnée. On renvoie donc Besson devant une autre cour. Deuxième procès, celui d'André Arzac, le berger comparé devant la cour d'assises du Puy. Non seulement l'accusation de faux témoignage que l'on a portée contre lui est confirmée, mais encore sa complicité avec Besson dans le meurtre de Louis de Marcellange ne fait désormais plus aucun doute. Il est finalement condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Ce deuxième procès a tout de même apporté un fait nouveau. On apprend que Théodora de Marcellange, la propre femme de la victime, a eu d'étranges attentions pour Arzac et Besson. Elle a hébergé l'un chez elle alors même que la justice le poursuivait. Elle a fait apporter à l'autre dans sa prison une literie confortable et des repas plus délicats que ceux de l'administration pénitentiaire. On commence à trouver curieux le comportement de ces 6 grandes dames qui n'avaient que mépris pour la petite noblesse de Louis de Marcellange et qui n'hésitent pas à entourer de soins son assassin présumé. Si bien que le 3e procès s'ouvre dans une atmosphère de fièvre le 22 août 1842. Jacques Besson comparaît devant la cour d'assises de Riom, dans le Puy-de-Dôme. On refait avec lui son emploi du temps. L'accusé prétend s'être promené avec un ami dans l'après-midi du jour fatal.
puis être rentré chez les dames de Chambla vers 4 ou 5 heures et n'être plus sorti. Cette affirmation est de nouveau contredite par un témoin, Louis Reynaud, qui déclare qu'il a rencontré Besson le même après-midi, dans les bois qui entouraient Chambla, et avec un fusil à la main. Quelqu'un tranchera-t-il entre ces deux affirmations contradictoires? Peut-être, car cette fois les dames de Chambla sont appelées à témoigner. Effectivement, elles appuient les dires de Besson, mais avec prudence. Il s'est couché à 8 heures ce soir-là. Mais l'avez-vous vu? Non, nous étions sortis chez l'une de nos connaissances, et nous ne sommes rentrés nous-mêmes que vers 9 heures. D'autre part, des voisins affirment qu'ils ont entendu quelqu'un rentrer précipitamment chez les dames de Chambla vers minuit. Bien entendu, celles-ci dormaient, elles ne se sont aperçues de rien. Mais on pourrait peut-être obtenir le témoignage d'une nouvelle personne, celle qui a dû ouvrir la porte, Marie Boudon, la femme de chambre. Ah oui, mais personne ne sait où se trouve Marie Boudon. Peu de temps auparavant, Madame de Chambla l'a emmenée avec elle, au zoo, à Aix, et vous voyez comme les choses sont bizarres, elle l'a laissée là-bas. Elle ne saurait dire pourquoi. La vieille dame de Chambla vient de perdre la partie. L'ambiguïté de son attitude retombe sur la tête de l'accusé. Le 27 août 1842, Jacques Besson est condamné à mort. Il se pourvoit en cassation et obtient d'être à nouveau jugé. Le 14 décembre 1842, le rideau se lève devant la cour d'assises de Lyon pour le 4e acte de cette sinistre affaire. Au banc de la défense se trouve un jeune avocat qui vient de faire brillamment parler de lui en défendant Madame Lafarge dans une affaire que je vous ai contée voici quelques semaines. La Chaux a convoqué 48 nouveaux témoins. 48 nouvelles personnes vont essayer de se souvenir d'événements qui se sont passés voici 27 mois. Parmi ces nouveaux témoins se trouve naturellement Marie Boudon, la femme de chambre, que l'on avait pu entendre précédemment. Et voici que la première audience s'ouvre sur un coup de théâtre. Les dames de Chambla et Marie Boudon ne se présenteront pas devant la cour. Le président donne lecture d'une lettre qu'il vient de recevoir, et où Madame de Marcellange déclare, je la cite, que brisées de douleur, craignant la calomnie et l'aveugle fureur de la populace, elles ont décidé de ne pas se présenter. Il est facile d'imaginer que Maître Lachaud n'est pas étranger à cette défection. Le seul moyen dont il dispose pour essayer de défendre son client, c'est de rejeter sur l'épouse et la belle-mère de la victime une part de responsabilité. Mais il aura du mal à le faire si ces deux personnes sont présentes à l'audience, si elles risquent d'être directement prises à partie par le tribunal. En leur absence, en revanche, il peut les charger tout à loisir. Eh bien, ce calcul ne lui réussit pas. Laisser planer le doute sur la complicité éventuelle des dames de Chambla, c'est avouer du même coup la culpabilité de Jacques Besson. Le 27 décembre 1842, à la suite de débats qui n'apportent rien de nouveau, Besson est condamné à mort pour la seconde fois. Ce sera d'ailleurs la bonne, car le 28 février 1843, il est exécuté au puits. Et les dames de Chambla? Eh bien, on n'en a plus jamais eu de nouvelles. On n'a jamais revu ni la mère, ni la fille, ni la femme de chambre. On peut espérer qu'elles se sont retirées en quelques lieux solitaires pour y méditer sur leur complaisance criminelle. On peut également espérer que la poussière du temps et peut-être quelques remords tardifs ont fini par avoir raison de cette folie de haine qui les a si longtemps tenues prisonnières. 135 ans plus tard, nous pouvons encore rêver sur cette haine. Louis de Marcellange était un homme paisible, bien élevé. Qu'a-t-il pu faire pour susciter une telle violence, des sentiments aussi dévastateurs, pour conduire deux très grandes bourgeoises à un meurtre aussi vulgaire, aussi répugnant? Il est évident que le sentiment de mésalliance sur lequel on s'est beaucoup étendu constitue un mobile absurde. D'abord parce que cette mésalliance, personne ne leur a imposé. Elles l'ont acceptée de fort bonne grâce quand Théodora cherchait un mari. Ensuite, et surtout parce que l'on n'efface pas la honte d'une mésalliance en endossant la culpabilité ou la complicité d'un assassinat. Il est certain qu'un autre élément a jeté ces femmes dans la folie et le désespoir. Mais lequel? 19 mois d'instruction et 4 procès successifs n'ont pas pu le mettre en lumière. Il est raisonnable de supposer que nous ne le saurons jamais.
venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.